Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours en compagnie de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, on a deux sujets. Il y a un aspect militaire dans les deux sujets. Ça serait peut-être ça le lien. Parce que toi, tu vas nous parler, le titre ne le dit pas mais que ça a un aspect militaire, mais on va y revenir. Les Anges de Mons. Les Anges de Mons, qui est une ville de France. Mons. Et on va nous parler d'un événement qui est devenu viral à l'époque, ou peut-être devrait dire un non-événement. En tout cas, on va y revenir. Moi, je vais parler du général, un personnage, le général Smedley Butler, mais en particulier de ce général américain en lien avec la République d'Haïti. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit en 1915 et qui s'explique par le contexte à Haïti. Et ça explique beaucoup de choses pour ce qui arrive à Haïti par la suite aussi. Alors, d'abord, on va expliquer le contexte à Haïti. Haïti devient indépendant au tout début du 19e siècle par une guerre d'indépendance qui est en même temps, il faut s'en souvenir, une révolte d'esclaves. La majorité de la population de ce qui s'appelait Saint-Domingue sous les Français étaient des esclaves. Très grande majorité des esclaves, dont à peu près la moitié étaient nés en Afrique, d'ailleurs, à l'époque. Donc, révolte généralisée des esclaves, ça coïncide avec la Révolution française, et les esclaves finissent par expulser les Français. La guerre est très longue, on ne rentrera pas dans les péripéties de ça. Mais finalement, en 1825, la République française accepte de reconnaître Haïti comme un État indépendant. Et en même temps, ça autorise les autres pays à faire la même chose parce qu'aucun pays voulait reconnaître Haïti, parce que vraiment, des esclaves qui se soulèvent, c'était pas un exemple qu'on voulait donner parce qu'à peu près tous les autres pays alentours avaient des esclaves à l'époque. Et donc, on a tous les pays des Caraïbes, d'Amérique latine, les États-Unis, donc on veut rien savoir de l'Inde. C'est très menaçant. Le message C'est ça, c'est très menaçant, cette existence d'une république formée d'anciens esclaves. En 1825, cependant, il y a un prix à ce que la France reconnaisse l'indépendance d'Haïti. C'est qu'Haïti doit verser à la France 150 millions de francs or, et le franc à l'époque, c'était une monnaie pesante, en indemnisation à la France. C'est pour rupture du lien colonial. Aujourd'hui, ça paraît bizarre. C'est le colonisateur qui doit être compensé. Aujourd'hui, on dirait plutôt le contraire, mais là, dans ce temps-là, on ne voyait pas ça comme ça. Et en plus, pour compenser les propriétaires, les anciens propriétaires d'esclaves qui ont perdu leur plantation et leurs esclaves qui sont des propriétés. Donc, ni plus ni moins, un esclave qui se libérait de cette façon-là, on considérait qu'il avait volé son maître, puisqu'il lui avait enlevé sa propriété. Donc, il doit compenser. C'est drôle parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les entreprises allemandes ont été obligées de payer des compensations aux gens qu'ils avaient utilisés comme esclaves. Mais à l'époque, c'est pas ça. C'est l'esclave qui doit payer une compensation à son maître pour s'être libéré. Et ça, c'est une grosse amende, 150 millions. Ça va en fait représenter jusqu'en 1915 à peu près 5 % du revenu national haïtien, qui va en diminuant en plus pour une raison, c'est que les plantations de sucre, de canne à sucre, qui étaient la principale ressource d'Haïti, sont désorganisées complètement. Et lorsque l'État essaie de les faire remarcher, bien là, il se heurte à deux obstacles. Le premier, c'est que les anciens esclaves, ça leur tente pas de travailler sur des plantations. Alors, ils veulent avoir leur petit lapin de terre, puis cultiver leurs légumes, puis faire des cultures pour se nourrir, mais qui sont pas nécessairement exportables, donc qui n'apportent pas de revenus à l'État. Et l'autre aspect, c'est que de toute façon, même quand on réussit à avoir de la main-d'œuvre sur les plantations, ce qui va se faire dans la partie nord de l'île, qui va être un royaume assez autoritaire un bout de temps, il n'y a pas de marché parce que les gens ne veulent pas acheter le sucre d'Haïti. Les autres pays, parce que, pour toujours la même raison, on ne veut pas encourager des esclaves qui se sont révoltés. Donc, manque de revenus, puis une immense dette à payer, 150 millions de francs or, c'était énorme à l'époque. Donc, et en plus, plusieurs pays tiennent un embargo contre Haïti, notamment les États-Unis.
qui veulent pas, qui ont peur que leurs esclaves soient inspirés, n'est-ce pas? Ça va durer jusqu'en 1860. Et en 1862, seulement que les États-Unis vont reconnaître Haïti et accepter un ambassadeur haïtien. Il faut savoir qu'il y avait un autre problème avec ça, c'est que les Haïtiens, étant un mauvais exemple pour les planteurs, la dernière chose que les États du Sud voulaient avoir, c'était un Noir qui irait à Washington et serait reçu comme un ambassadeur. Ça, c'est un autre exemple qu'on ne voulait pas donner à leurs esclaves à eux, naturellement. Donc, c'est seulement en 1862 qu'Haïti va être reconnu par les États-Unis et pendant plusieurs années, les ambassadeurs américains à Haïti, ça va toujours être des Noirs. C'est à peu près le seul emploi d'ambassadeur qui va être accessible à des Noirs d'ailleurs. Et là, donc, Haïti est en grosse difficulté financière déjà en partant. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, c'est un pays qui ne vient pas à bout de vendre son sucre, etc. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à un moment donné, on fait comme beaucoup d'États doivent faire, on fait un emprunt. 1874, Haïti emprunte 10 millions de francs à la Banque de Paris. Donc, à ceux à qui on doit payer des redevances. Et en plus, on se fait avoir, on leur donne en échange du montant qu'on a payé, des vieilles obligations qui s'avèrent absolument sans valeur. On est obligé de refaire un autre emprunt l'année suivante, en empruntant un autre conglomérat. Résultat, une dette de 36 millions de francs pour recevoir 10 millions de ses propres obligations du gouvernement d'Haïti, en plus de la dette qu'on continue à payer et qui, en fait, va continuer à être payée jusqu'au début des années 1950. En 1910, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont prendre le contrôle des banques d'Haïti, vont les acheter, ni plus ni moins, et en 1915, il va y avoir une révolte à Haïti. Un certain Villebrun Guillaume Sam, qui est élu à la présidence, il fait exécuter un certain nombre de prisonniers politiques, ça provoque une insurrection générale, et il se fait lyncher à l'ambassade de France où il s'était réfugié. Les Français menacent d'intervenir militairement. Les États-Unis, qui ne veulent pas de troupes européennes proches de chez eux, disent non, on va le faire. Et les États-Unis envahissent Haïti. Il y a le chef des révoltés, un certain Charlemagne Péralte, va diriger une résistance pendant un bout de temps, mais après 13 000 morts, la résistance va être écrasée. Et là, on va faire élire un président acceptable aux États-Unis, un M. Dartigonave, élu sous surveillance américaine. On gouverne avec la loi martiale. Les douanes haïtiennes sont saisies par les forces américaines et on impose au président haïtien un conseiller américain. Et la dette de 1825 va être transférée de la France aux États-Unis. Et on crée une gendarmerie d'Haïti, formée d'Haïtiens, mais encadrée par des officiers américains, tous blancs, et généralement des gens du Sud des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on se dit, eux autres sont habitués avec les Noirs. C'est comme ça. Donc, c'est là qu'arrive en Haïti le général Smedley Butler. Smedley Butler est né le 30 juillet 1881 et est mort va mourir le 21 juin 1940 à Philadelphie. Il fait partie du corps des Marines. C'est les Marines qu'on envoyait sur ces jobs-là. Il est né dans une famille de Quakers, ce qui est paradoxal pour un militaire, parce que les Quakers sont pacifistes. Et il va faire une carrière militaire de 34 ans dans le corps des Marines. Il va commencer sa carrière militaire en garnison sur la base militaire de Guantanamo à Cuba en 1898. Et il va être envoyé ensuite en 1900 en Chine pour combattre la révolte des Boxers. 1903, à une intervention au Honduras. 1909, au Nicaragua. Il va participer à l'occupation de Veracruz au Mexique en 1914. En 1915, c'est lui qui écrase la rébellion à Haïti. Puis il va être envoyé en France un peu plus tard durant la Première Guerre mondiale. Donc, on voit le portrait du gars. C'est un gars qui fait ce qu'on pourrait appeler les jobs de bras de l'Empire américain, ou on pourrait aussi le définir comme le Darth Vader de l'Empire américain. Et donc, une fois rendu à Haïti, le gouvernement, les États-Unis, rédigent une nouvelle constitution pour Haïti. Déjà, constitution haïtienne rédigée aux États-Unis.
Principal changement qui arrive, quelque chose qui n'a jamais existé à Haïti, les étrangers ont le droit de posséder de la terre à Haïti, ce qui n'avait jamais été le cas. Ceci dit, il y a des étrangers qui ouvraient des entreprises à Haïti, on pouvait utiliser des prête-noms, il y a des façons de procéder, mais aucun étranger ne pouvait posséder de terre à Haïti. Alors, on arrive avec cette nouvelle constitution qui garantit le droit des étrangers de posséder de la terre. L'Assemblée nationale haïtienne refuse. Les Américains décident de dissoudre l'Assemblée nationale haïtienne, élue en bonne et due forme. On demande donc au président d'Artigonave de prononcer la destitution de l'Assemblée, puisqu'il a le pouvoir de faire ça théoriquement, sauf qu'il ne se sent pas à l'aise de faire ça sous les ordres des Américains. Alors, il va exiger il va écrire le décret, mais il va exiger, ou plutôt il va le signer, parce qu'il est déjà écrit, que le décret soit lu au Parlement par le général Butler lui-même, pour bien qu'on voit que ça vient pas de lui, ça vient du général. Alors, le général, avec une escorte de gendarmes d'Haïti, envahit le Parlement, qui est en pleine session, et les députés, les sénateurs protestent. Butler porte le décret sur le bureau du leader du Sénat, un certain Sténio Vincent, qui va devenir président plus tard. Vincent se lance dans un discours contre les Américains. Alors, les gendarmes chargent leurs armes et menacent, mettent les parlementaires en joue. Et Vincent est obligé de céder et de lire le décret. Et le Parlement haïtien est dissous et ne se réunira pas avant 12 ans. Et là, donc, nouvelle constitution qui est installée. Et là, des compagnies États-Unis américaines peuvent s'installer à Haïti pour développer des plantations dont ils expulsent les paysans haïtiens. Et on emploie la corvée, donc les travaux forcés pour construire des routes, par exemple. Puis après ça, Butler est envoyé en Europe. Les banques haïtiennes sous contrôle américain vont prêter 40 millions de dollars à l'autorité d'occupation. Donc, on prête de l'argent aux Américains pour qu'ils occupent Haïti. Et les Américains, finalement, partent en 1934 d'Haïti, mais le secteur bancaire et l'économie vont demeurer sous supervision pendant encore plusieurs années. Smedley Butler lui-même va être chef de police à Philadelphie un bout de temps, et en 1933, il va témoigner que des hommes d'affaires américains sont allés le rencontrer pour un projet de mener une armée de 500 000 hommes pour renverser le président Franklin Delano Roosevelt et installer un État fasciste aux États-Unis. C'est une coalition d'hommes d'affaires qui ont décidé de faire ça parce qu'ils sont contre le New Deal, les mesures sociales de Roosevelt. Il va refuser, mais non seulement ça, mais il va dénoncer le complot. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que parmi les gens qui l'avaient contacté, il y avait la famille Dupont, des manias de la sidérurgie américaine, la Chase National Bank, Goodyear, des gros noms. Et là, il va déposer à la Chambre des représentants qui va refuser quand même de poursuivre les conspirateurs. Et les médias vont pas trop en parler parce qu'ils sont propriétaires de propriétés eux-mêmes de gens qui ont participé au complot. Ce qui est intéressant, c'est sa déclaration. Il va dire « J'ai effectué 33 ans et 4 mois de service actif et durant cette période, j'ai passé la plupart de mon temps en tant que gros bras pour le monde des affaires, pour Wall Street et pour les banquiers. En bref, j'étais un racketeur, un gangster au service du capitalisme. J'ai aidé à sécuriser le Mexique, plus particulièrement la ville de Tampico, au profit des groupes pétroliers américains en 1914. J'ai aidé à faire de Haïti et de Cuba un endroit convenable pour que les hommes de la National City Bank puissent y faire des profits. J'ai aidé au viol d'une demi-douzaine de républiques d'Amérique centrale au bénéfice de Wall Street. J'ai aidé à purifier le Nicaragua au profit de la banque américaine Brown Brothers de 1902 à 1912. J'ai apporté la lumière en République dominicaine au profit des entreprises sucrières américaines en 1916. J'ai livré le Honduras aux entreprises fruitières américaines en 1903. En Chine, en 1927, j'ai aidé à ce que l'entreprise Standard Oil fasse ses affaires en paix. Quand je repense à tout ça, je pourrais donner à Al Capone quelques conseils. Le mieux qu'Al Capone pouvait faire, c'était de racketter 3 quartiers. Moi, j'agissais sur 3 continents. Wow!
Parce que ce qu'on ne voyait pas dans l'évolution de sa carrière, c'est qu'il commençait, et sa correspondance avec sa famille le révèle, il commençait sérieusement à avoir des doutes sur le bien fondé des actions qu'il faisait. Alors voilà, Ça c'est... finit sympathique. Oui, finalement, le gars, il y a un côté sympathique qui se dévoile sur le tard. Comme Darth Vader à la fin de Star Wars. Oui, effectivement. Quand on regarde nos histoires, qu'on va chercher, on est porté à juger ces horreurs-là du passé avec nos valeurs morales actuelles. C'est de la complaisance. On ne peut pas arriver et dire, bon, c'est vrai que c'est pas correct de faire ça, c'est horrible de s'endetter auprès de ceux qui nous dominaient et puis qui disaient, bon, ben là, si vous voulez votre indépendance, vous nous devez de l'argent maintenant, mais si vous étiez nos possessions, c'est épouvantable de penser ça, de voir ça aujourd'hui. Justement, ce qui est intéressant dans le cas de Smedley Butler, c'est qu'on peut dire qu'il fait la transition, lui. Au début, il n'y a pas de doute sur ce qu'on fait. Puis vers la fin, il commence à voir les choses d'un point de vue que nous autres, on peut plus comprendre aujourd'hui. Probablement changé par le contact humain qu'il peut avoir au cours de ces expériences-là. Probablement. Moi, je vais dans le même ordre d'idée, toujours militaire un peu. Côté militaire. Oui, j'avais déjà entendu le nom Ange de Mons. Et puis, je croyais que c'était des ambulanciers ou des personnes qui avaient été aidées. Des infirmières. Et puis, je ne m'étais pas préoccupé de lire l'histoire. Alors, arrive que, bon, ben, je vais jeter un coup d'œil, puis je découvre que c'est un récit à propos d'un phénomène occulte. Alors là, j'étais... Il faut savoir que Mons est une ville de France où il y a eu une bataille majeure durant la guerre de 14-18. D'ailleurs, elle a été pendant 4 ans contrôlée, la ville de Mons, par les Allemands, et puis elle a été libérée en 1918 par les Canadiens. Alors, cette ville-là, au début, ça a été parmi les premières attaques britanniques du corps expéditionnaire. À l'époque, ils appelaient ça l'Entente. C'était l'Angleterre et puis d'autres pays, la France, etc. Mais dans les premiers jours de la guerre, ils se sont trouvés dans une position où il allait être défait. Je parle des Anglais. Là. Il était entouré par l'armée allemande du général Alexander von Kluck. Je vais le nommer parce que j'aime le nom. Et puis, ça a été un affrontement majeur, mais les Anglais étaient en train de perdre. La légende dit qu'un soldat s'est écrié « Saint-Georges, viens nous aider ». Saint-Georges, c'est le saint patron de l'Angleterre. Au 3e siècle, c'était un roi qui a été, ni plus ni moins, devenu un martyr. Et puis, on le représente toujours l'épée en armure avec une épée. Oui, parce et puis, il va tuer le dragon. C'est ça. Le fameux dragon étant évidemment les Huns, où les Prussiens, les Allemands étaient décrits comme ça. Et aussitôt qu'il s'est écrié ça, voilà qu'apparaît dans le ciel une immense figure lumineuse de Saint-Georges avec son épée, accompagnée de guerriers qui vont s'insérer, qui vont se mettre entre les Anglais et les Allemands. Donc, le moral des troupes connaît un regain et puis ils vont gagner la bataille. Les Allemands vont voir Saint-Georges et vont se replier puis ils vont se sauver. Ça, c'est comment ça s'est passé, comment ça a été décrit. Il faut dire qu'à propos des Anges de Mons, tout est basé sur du oui-dire, sur des rapports, mais pas de ceux qui étaient là. Il n'y a pas de témoins directs. Il n'y a pas de témoins directs. Il y en a, mais ils disaient que c'était pas rien passé finalement. 6 mois auparavant, un écrivain britannique du nom de Arthur Machen, qui est d'ailleurs connu, c'est un écrivain de fantastique, pour probablement, en voyant la situation au niveau des tensions en Europe, que la guerre allait éclater, il a écrit une nouvelle dans laquelle c'était pas Saint-Georges qui apparaissait, c'était des archers de la bataille d'Azincourt. Ça, c'était en 1415. Et puis, il venait en aide à des soldats modernes. Et puis, c'était une nouvelle de science-fiction. Étrange que 6 mois plus tard, le fait se produit immédiatement quand ça a été diffusé dans les médias de tous les côtés. Là, on parle de la Prusse aussi, et puis de l'Entente. Il y a
démenti immédiatement. Ça dit « Hey, c'est moi qui ai écrit ça, c'est une nouvelle, c'est complètement fictif, c'est faux, c'est pas vrai, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. » Mais déjà, on voyait apparaître la première nouvelle virale, je dirais, de l'histoire. Parce que c'était trop beau pour qu'on laisse aller les choses. Le clergé, que ce soit du côté protestant ou du côté catholique aussi, parce qu'on récupéré l'événement puis en ont fait une vérité. C'est pas la première fois que ça se produit. Il y a des témoignages similaires au courant de l'histoire, sur des champs de bataille jusque dans l'Antiquité. Je pense que tu en as même déjà mentionné un ou deux. Là. Il y en a. Moi, je connais 2 cas, un peu dans le même ordre d'idée. Il y a un récit qui date de l'époque romaine. De l'époque romaine, au 2e siècle après Jésus-Christ, à l'époque de Trajan. Bataille avec des barbares du nord de l'Europe. Je pense que c'était les Daces, mais peu importe. Et là, seraient apparus sur le champ de bataille 2 héros mythologiques, des demi-dieux, Castor et Pollux, qui étaient 2 jumeaux mythologiques, qui auraient aidé à mettre en fuite les ennemis de Rome. C'est toujours le même pattern. Hein? Là encore, on n'a pas de témoin direct. Ça a été raconté après, c'est écrit sur un temple. Heureusement, parce que sans ça, l'histoire n'aurait pas pu prendre l'ampleur qu'elle a pris, parce que là, on a l'auteur qui décrit, qui dit « ce n'est pas vrai ». Par contre, il y a un autre cas, c'est durant la guerre Iran-Irak, des années 1980. Là, on a un jeune homme dont, d'ailleurs, j'ai lu le bouquin, et là, lui, c'est son récit direct. Et il raconte que durant une bataille, ou encore on était en train de perdre, etc., face aux Irakiens, c'est un jeune homme iranien, et là, voit apparaître sur le champ de bataille un cavalier entièrement vêtu de blanc, avec un étendard, et on dit que c'est l'imam caché qui, dans la religion chiite, doit apparaître à la fin des temps et donner la victoire aux justes contre les méchants. Ils sont toujours en force supérieure aussi. C'est ça. Et là, lui, il dit qu'il l'a vu, lui et quelques-uns de ses collègues. Mais c'est intéressant parce que là, on a 3 avec l'affaire des Anglais. Puis il y en a d'autres aussi. Là. 3 faits semblables, mais dans des contextes religieux et culturels complètement différents. Et puis, un fait qui est quand même commun, c'est la victoire de ceux qui sont menacés, qui sont près de perdre et puis qui sont sauvés justement par ces êtres-là. Il semble que les Britanniques, puis ensuite aussi tous les membres de l'Entente vont laisser courir la rumeur là, comme ça, en tant que propagande, parce que ça maintient une morale. Oui, c'est juste en 1915 que là, une grosse controverse va éclater à ce sujet-là. Et puis, les anges ont été utilisés dans des sermons à travers la Grande-Bretagne pour prouver l'action de la Providence. Que Dieu est de notre bord. Divine aux côtés des Alliés. Même si l'écrivain que je mentionnais, Arthur Machen, a été stupéfié par ça. Lui. Les bras y ont tombé. Il a essayé de couper court aux rumeurs de toutes les façons. Il a même republié au mois d'août l'histoire sous la forme d'un livre avec une très longue préface affirmant que les rumeurs, c'est faux, ça tire l'origine de ces nouvelles. Malgré ça, ce 2e livre-là, il est devenu un best-seller. Puis uniquement par conséquence de la publication d'une série d'autres ouvrages qui prouvaient l'existence des anges, qui étaient basés sur des oui-dire et patati patata. Les publications, il y avait des chansons populaires, des rendus artistiques, beaucoup des anges, on en voit énormément. Il y a même eu des études sérieuses qui décrivaient des types d'histoires où ça s'était produit puis que c'était un phénomène qui était réel. Par contre, il y en avait d'autres aussi qui étaient plus inspirés de Arthur Machen. Et puis, il y a même d'autres histoires du même type qui sont ressurgies. Mais malgré tous les rapports contredisant ça, il y a la Société de la recherche psychique britannique qui s'en est mêlée et évidemment, ça a donné encore un peu plus de poids parce qu'à l'époque, c'était reconnu pratiquement comme une science réelle, le psychisme, alors qu'on sait très bien que c'est pas une science. La seule preuve réelle, on pourrait dire, des visions, c'est venu des soldats qui étaient là, puis qu'eux autres ont vu quelque chose, comme une hallucination probablement. Là, il faut dire qu'ils étaient épuisés, les soldats. Il manquait de provisions, ils étaient terrorisés, le moral était au plus bas.
Donc, c'est possible qu'il y ait eu certaines hallucinations comme ça, mais... Comme mon jeune Iranien. Iranien, exactement. Ce qui est important, je pense qu'on remarque, c'est qu'à partir de 1915, cette rumeur-là est devenue avec un aspect de réalité, même si elle est décriée comme étant une œuvre de fiction, et elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est associée à d'autres phénomènes du même genre. Maintenant, ça forme un genre de corpus militairo-occulte, militaire occulte, dont on peut trouver beaucoup d'histoires à dormir debout dans ce sujet-là. Peut-être qu'on va en avoir d'autres. C'est pas la première fois qu'on en parle. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut se rappeler dans ces cas-là, c'est que, comme dans beaucoup de phénomènes occultes, il y a ce que la personne a vu, et il y a ce qu'elle croit se souvenir avoir vu le jour où on lui demande de raconter ou le jour où elle écrit. Moi, je n'ai pas de doute que mon jeune Iranien, il croit vraiment qu'il a vu ça. Mm-hmm. Maintenant, il a écrit le roman, le livre, c'est pas un roman, son livre à peu près 10 ans après. Alors, il y a les souvenirs aussi. Et la mémoire n'est pas toujours fiable. La bataille de Mons aussi, on sait que c'est les Anglais qui ont gagné, même s'ils étaient contre des forces supérieures et qui étaient mal pris. Donc, c'est passé quelque chose réellement, mais c'est au niveau du moral que ça s'est produit. C'est ça. Rien tel qu'un saint guerrier pour faire gagner une bataille. C'est très encourageant quand on pense qu'on a des forces surnaturelles qui sont de notre côté. Puis l'aspect intéressant, pourquoi je l'ai amené, c'est que c'est viral, parce que ça a fait le tour de la planète. Et puis, deuxièmement, c'est que ça fait gagner des bagarres, puis ça démontre la puissance du moral. Et puis, ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Si on recherche là-dessus, l'histoire est là. C'est entré dans la chronique. Je conclurais en répétant la phrase de Mark Twain qui disait que le mensonge a le temps de faire le tour de la Terre avant que la vérité mette ses chaussures. Bien dit. Et c'est là-dessus que nous allons terminer sur ces sages paroles notre émission. Alors, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'antenne de TVCBF.